épisode 143. Impact répété dans les sports de contact, commotion cérébrale, charge cognitive et encadrement médical au hockey avec Mathieu Falbriard, PhD. Bonjour tout le monde et bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank qui est présenté par Mador Hamel. Je suis votre animateur François Rodrigue et mon intention avec le balado, c'est de déconstruire l'art et la science du sport, du coaching, de l'excellence sportive. En tant que docteur en coaching, j'ai la chance de travailler avec des entraîneurs professionnels et d'analyser la science à chaque semaine. Donc, le podcast, c'est un peu ma façon de vous amener au cœur de mon travail pour décomposer la stratégie de ces entraîneurs-là ou bien les conclusions des dernières études scientifiques. Et aujourd'hui, la question qui motive l'épisode, c'est comment peut-on utiliser la technologie pour suivre les commotions cérébrales ou la charge cognitive des athlètes, particulièrement en sport collectif. Donc, le podcast va être intéressant pour toi si tu es dans l'encadrement médical d'une équipe sportive ou dans un sport de contact, ou même si tu es un entraîneur ou un gestionnaire d'une organisation, ça peut être intéressant aussi parce qu'on parle vraiment du suivi avec Mathieu Falbriard. On va parler des impacts répétés, que ce n'est pas juste des gros coups qui vont amener à des commotions. On va parler de l'étude auquel il a participé avec une centaine de joueurs de hockey en Suisse et des tests qu'on peut faire à la suite d'une commotion pour voir si l'athlète est en mesure de revenir au jeu. Puis moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant d'entendre la perspective de Mathieu, de par son parcours d'ancien joueur qui a fait un séjour appliqué dans son travail, qui l'a mené éventuellement à un doctorat sur l'analyse des mouvements. Il le décrit un petit peu dans l'épisode. Puis j'ai particulièrement adoré entendre un peu les nuances qu'il va amener et voir un peu la portée de ce qu'ils ont réalisé. Donc, je trouve ça super intéressant. Et on parle de ça avec Mathieu, qui a un PhD en génie et qui est entrepreneur et cofondateur de BearMind, qui va de l'avant pour améliorer la sécurité dans les sports de contact. Mathieu a débuté d'abord et avant tout avec un diplôme en informatique pour poursuivre au doctorat en génie électrique à l'EPFL en 2020. C'est un spécialiste des capteurs portables pour l'analyse du mouvement et il a cofondé BearMind en 2021. L'entreprise développe des capteurs qui détectent les impacts cérébraux en temps réel pour protéger les athlètes et il décrit. Le but de la conversation, c'était pas nécessairement de parler de sa compagnie. Vous allez voir, on en parle tout juste à la fin, peut-être pour même juste 5 minutes. On s'est vraiment intéressé à l'utilité des capteurs, l'encadrement médical qui va autour de ça, les impacts répétés, les particularités dans le suivi des joueurs et des joueuses de hockey, par exemple. En général, si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner au balado ou à l'infolettre via le site web du balado. À tous les auditeurs et auditrices fidèles, je vous invite à me suivre sur les médias sociaux, @CoachFrankPhD dans un mot. Avant de débuter, je précise que ce podcast est indépendant de mon rôle de professeur en kinésiologie à l'Université du Québec en Outaouais. Comme je prends les conflits d'intérêts très au sérieux, je vous invite à consulter la page concernant mes engagements professionnels sur mon site web, le coachfrankphd.com pour en savoir plus. Et c'est aussi là que vous pouvez vous abonner au balado ou à l'infolettre et accéder à toutes les différentes plateformes. Autrement, tout le monde, je vous dis merci d'être à l'écoute et je vous souhaite un bon podcast. Mathieu, bienvenue à Temps d'arrêt. Merci pour l'invitation. Merci à toi de prendre du temps. J'ai vraiment hâte qu'on puisse parler de charge cognitive, d'impact répété, commotion, les suivis. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est super important à discuter pour l'avenir du sport en tant que tel. Mais avant d'aller là, comme je pense que c'est un peu c'est nécessaire de mettre les gens en contexte. Si mes recherches sont bonnes, tu as joué au hockey pendant 15 ans. Comme à quoi a ressemblé ta carrière un petit peu, puis qu'est-ce que tu as aimé le plus de ta carrière de hockeyeur? Ouais, c'est juste. Moi, j'ai joué pendant pas mal d'années. Donc, j'ai commencé, j'avais 4 ans. Je viens d'une région en Suisse qui est très hockey sur glace. Donc, j'ai commencé tôt. J'ai été gardien. Puis ensuite, j'ai continué toutes mes classes jusqu'à finalement l'équivalent de sport-études. Et puis, quand je suis arrivé à 20 ans, c'est là que je jouais justement avec le niveau en Suisse qui s'appelle Junior Elite. Alors, c'est pas comparable à ce qu'on peut voir en CHL, mais c'est une des meilleures ligues finalement junior en Suisse. Et malheureusement, en Suisse, il n'y a pas forcément de structure lorsqu'on veut aller à l'université pour continuer le hockey sur glace. Donc, il y a un peu un gouffre là. Et c'est pour ça qu'à l'époque, c'était un peu soit tu partais à l'université, soit tu continuais le hockey. J'avais, pour être honnête, repoussé aussi un peu mes
je dirais, le départ à l'université pour pouvoir continuer le hockey. C'est-à-dire que j'ai eu un cursus assez particulier. J'ai fait un CFC en Suisse, donc j'ai appris un métier. J'ai pas fait le cursus directement vers l'université. Et puis ensuite, j'ai fait encore quelques années de hockey. Et puis finalement, au moment où j'ai plus trop le choix, c'est là que je suis parti à l'université. Je pense pas que tu es la première personne puis tu es le premier invité à avoir un peu changé son parcours académique pour jouer plus longtemps au sport. Là, juste moi, j'ai fait 1 an de plus au cégep. Puis je pense qu'on fait bien de prendre le temps qu'il faut pour profiter de notre carrière sportive parce qu'on a tout le reste de notre vie pour travailler en bout de ligne. Là. Exactement. Et puis au final, quand je réfléchis maintenant au cursus, ces années où j'ai fait ce qu'on appelle un CFC en Suisse, donc où j'ai appris un métier, je pense vraiment que c'est des années qui m'ont énormément servi. Ça m'a amené une perspective dans les études que peut-être d'autres personnes qui avaient pris la filière toute tracée universitaire, très, très académique, n'avaient peut-être pas. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a vraiment été une force pour moi. Donc, c'est aussi un avantage à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça t'a amené là, concrètement? Tu dis que ça t'a amené une perspective différente un peu que des personnes qui ont plus le parcours linéaire. Là. Ouais, en fait, le parcours traditionnel en Suisse pour aller à l'université, c'est passer par une maturité. Donc, tout de suite après l'école obligatoire, on va faire une maturité. Donc, on reste derrière les bancs d'école finalement. Et puis, ensuite, après ça, on part à l'université. Et puis, le fait moi, j'ai pas fait ce passage-là, donc ce qu'on appelle le high school finalement. Moi, je suis passé directement pour apprendre un métier. Donc là, c'est très. Il y a toujours une partie école, mais finalement, on est confronté à des problèmes vraiment du terrain. C'est-à-dire qu'on fait des installations. Moi, j'ai fait informatique, donc j'installais des ordinateurs. Enfin voilà, quelque chose de très pratique. Et ce côté très pratique, très réalité du terrain, m'a servi dans mes études parce que lorsque j'étudiais quelque chose, je pouvais me souvenir de comment c'était appliqué sur le terrain. Ouais, puis ça, c'est important de le garder avec soi. Tu sais, ce que tu dis là, ça me fait penser à 2 choses, premièrement. Tu sais, l'importance d'être un généraliste, puis tu sais, de connaître plusieurs choses, ça fait que tu es meilleur souvent pour analyser les tendances. Puis le deuxième, c'est le terme skin in the game. Tu sais, d'avoir été sur le terrain, ça fait que tu es conscient de ce qui se passe sur le terrain. Ça fait que quand tu essaies de résoudre des problèmes dans ta recherche, tu te dis, OK, mais c'est quoi l'impact ultime que ça va avoir sur le terrain? Puis je sais que moi, j'ai tout le temps transporté ça avec moi dans les rencontres de laboratoire, puis dire, OK, mais ultimement, là, on jase de ça, là, mais comme on pèle-tu des nuages ou ça va-tu vraiment aider les coachs? Ça va-tu vraiment aider les équipes? Puis je pense que des fois, comme, tu sais, j'adore le milieu académique, là, je suis encore là, évidemment, là, mais il faut pas l'oublier, ça. Puis c'est important de garder un pied sur le terrain, puis je pense que c'est ce que tu dis un peu en bout de ligne, là. Ouais, exactement. Et garder les pieds sur terre. Moi, je pense que les gens les plus ingénieux que j'ai connus, c'est des gens qui sont sur le terrain depuis 30 ans. Alors, ils n'ont pas forcément des titres d'ingénieur. Par contre, ils ont une espèce un savoir-faire d'avoir fait et refait et d'avoir trouvé des solutions, etc. J'ai eu la chance d'avoir pas mal travaillé avec mon père, qui lui-même avait une petite entreprise où j'ai grandi. Et je pense que c'est une des personnes les plus ingénieuses que j'ai connues de ma vie. C'est-à-dire que n'importe quel problème, et même de mon grand-père, c'est des gens qui savaient tout réparer, c'est des gens et ça, c'est quelque chose que je trouve a vraiment une valeur. Et parfois, à l'université, parfois dans l'académique, on est un peu dans des sphères un petit peu plus, comment dire, je trouve pas le bon mot, mais où parfois on se déconnecte peut-être un peu de la réalité et de garder les pieds sur terre et d'avoir un point de vue concret, c'est pour moi c'était une vraie valeur. J'aimerais prendre une petite pause pour reconnaître notre partenaire titre, Mador Amel. C'est un cabinet d'assurance avec permis d'investissement chez Investia Services Financiers. Ma famille leur fait confiance depuis 2011 pour notre planification financière et cette relation nous a permis de concrétiser plusieurs projets importants, dont l'achat de notre maison idéale en 2019 et le financement d'un projet paysager majeur en 2022. Leur plus grande force, c'est le conseil humain avec les ressources d'une institution des ligues majeures. Pour prendre votre premier rendez-vous gratuitement, visitez madoramel.com et mentionnez Coach Frank. L'épisode d'aujourd'hui est aussi soutenu par FEO.ca, spécialiste en équipement de fitness depuis près de 30 ans. Quand j'étais copropriétaire d'un centre d'entraînement, on avait besoin d'équipements durables et de qualité et c'est ce qu'on trouvait chez Fitness l'entrepôt de l'Outaouais. Que ce soit pour la musculation, le cardio ou l'équipement spécialisé, FEO.ca descend des milliers de particuliers, 25 écoles et universités, plus de 30 hôpitaux et des dizaines d'organisations qui ont des besoins en équipement. Visitez FEO.ca et utilisez le code promo COACH pour profiter de 10% de rabais sur presque tous leurs équipements. Les produits en liquidation sont exclus de cette promotion.
Vraiment, parce que c'est là qu'on fait la différence. Puis, ben justement, comme là, tu as parlé un peu de ton parcours académique, puis je pense que c'est important d'en parler, pour que les gens apprennent à te connaître un peu ce que tu as fait, puis comment c'était ce qui est arrivé justement à cofonder BearMind. Mais là, dans le fond, tu as fait ton parcours sportif, tu as joué au hockey pendant 15 ans comme gardien de but. Ensuite de ça, comme tu arrives dans les études, tu as parti de l'informatique, comme tu disais tout à l'heure, pour aller jusqu'au doctorat. Et puis là, tu t'es attardé en fait, dans ton sujet de thèse, comme pour les gens qui sont pas trop familiers un peu avec tes travaux, comme qu'est-ce que tu as étudié dans ta thèse, puis comment est-ce que tu en es arrivé là? Tu sais, si j'ai bien compris, tu as analysé ou étudié les capteurs portables et tout ça. Donc, peut-être juste parler un petit peu de comment tu es arrivé à ta thèse de doctorat, justement. Ben, c'est par le sport, en fait. C'est vraiment une constante de ma vie, hein. Quand je suis arrivé à l'université, vu que j'avais plus le hockey, je me suis retrouvé derrière les bancs d'école la première année à faire que ça. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ça irait pas. Si j'avais pas quelque chose, si j'avais pas un échappatoire, ça allait pas être possible. On peut pas passer de 5 entraînements par semaine plus match à rien. Donc ouais, il fallait que je comble un peu ce manque-là. Et quand j'ai commencé l'université, j'avais un ami qui venait de Nouvelle-Zélande, qui m'a parlé du rugby, puis qui allait s'entraîner au rugby. Puis un jour, il me dit, ben viens essayer. Et j'ai fait un entraînement de rugby, puis je suis jamais reparti. Donc j'ai commencé le rugby quand je suis à l'université, et là un des joueurs de l'équipe de rugby, c'était un Irlandais qui lui faisait son doctorat au laboratoire d'analyse et mesure du mouvement. Et puis quand il m'a parlé de ce qu'il faisait, pour moi tout de suite ça a été une révélation, c'est-à-dire que j'allais pouvoir travailler dans un domaine qui est à la fois lié le sport et l'ingénierie. C'est absolument tout ce que j'aime. Et grâce à lui, j'ai pu postuler pour mon projet de master. Donc, j'ai commencé par un projet là avec une start-up à l'époque qui s'appelait GateUp, qui était très intéressant parce que j'ai aussi pu voir ce que c'était que de créer une start-up. Quand j'ai fait mon projet, la start-up, il y avait 4 personnes. Ensuite, elle a été vendue par Benoît Mariani qui lui-même faisait sa thèse. Donc, j'ai pu baigner un peu là-dedans. Et puis, lors de mon projet, il a réussi à obtenir un financement pour un doctorat. Puis, c'est lui qui m'a proposé. C'est lui qui m'a dit, bah, écoute, si ça t'intéresse, ce serait toi le candidat pour ce projet-là. Parce que, pour être honnête, j'avais jamais réfléchi à l'idée de faire une thèse. J'ai eu un parcours plutôt atypique, donc j'ai jamais eu ce truc de me dire, je veux faire une thèse, je veux être professeur. Donc, quand il m'a proposé ça, j'ai même un peu hésité, mais bon, ça veut dire que je reste un petit peu encore dans l'académie, etc. Mais vu que c'était tellement un sujet qui me passionnait, de travailler dans le monde du sport, de l'optimisation, de comment l'ingénierie peut être utile dans tout ça, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le laboratoire sous la supervision du professeur Camille Arminia. Et est-ce que c'est... peut-être pour expliquer je t'en prie, pour expliquer ce que le laboratoire faisait, c'est qu'il y avait, quand moi je suis arrivé, il y avait 2 principaux segments. Un segment qui était très clinique, donc utilisation de capteurs portés, accéléromètres, gyroscopes, etc., qui sont finalement des petits boîtiers de la taille parfois d'une pièce de monnaie, qui viennent enregistrer le mouvement des membres du corps. Donc plus on en met sur le corps, plus on est capable de capter le mouvement des différents membres. Et puis il y a des applications cliniques, donc c'est peut-être l'application principale du laboratoire, qui était beaucoup dans l'analyse de marche sur différentes populations. Donc il y a des personnes âgées, des populations plutôt avec certaines pathologies, où là il y a énormément de travaux qui ont été publiés. Et puis de plus en plus, vers la fin finalement du laboratoire, sur les dernières années, il y a eu de plus en plus de projets dans le sport. Ça a commencé avec, forcément en Suisse, il y a une composante de ski, mais ensuite, il y a eu de la course, et puis il y a pas mal de projets qui ont commencé à venir parce qu'on s'est rendu compte de la possibilité qu'il y avait avec ces capteurs dans le monde du sport. Donc, à la fois pour les blessures, mais à la fois pour les performances. Donc, c'est à ce moment-là que je suis arrivé dans le laboratoire, et pour moi, ça a été des années absolument exceptionnelles. Fait que le timing était excellent, si je comprends bien. Puis, qu'est-ce qui est particulièrement intéressant? Là, tu disais qu'il y avait des possibilités, des opportunités qui ont comme été ouvertes par ces capteurs-là. C'est à cause de la dimension, c'est à cause de la technologie, la précision des données. Comme qu'est-ce qui fait que les opportunités, comme justement, s'ouvraient à toi et ou au champ de recherche quand tu es arrivé justement dans ce laboratoire-là? C'est un peu tout ce que tu dis. En fait, il y a 2 vecteurs principaux. Le premier, c'est tout ce qui est hardware. Le fait que, d'un point de vue électronique, ces capteurs venaient de plus en plus petits, les batteries pouvaient durer de plus en plus longtemps. Et le premier capteur porté que le professeur Armignon utilisait dans son laboratoire, c'était une boîte qui faisait quasiment la taille d'un iPhone. Donc, imagine avoir ça sur la main, sur le bras. C'était gros. Il fallait un sac pour enregistrer les données. Donc, c'est clair que certaines activités n'est pas possible. Puis plus ça allait, plus ces data loggers sont devenus petits. Et plus ça permettait justement d'aller dans des applications dynamiques.
Donc c'est vraiment ça. Et puis l'autre vecteur, c'était les algorithmes. Sur ces dernières années, il y a beaucoup d'algorithmes qui ont été améliorés, où on pouvait utiliser toutes les puissances de calcul, que ce soit des filtres de Kalman, petit à petit le machine learning, les neural networks, et tout ça, c'est arrivé en parallèle du hardware qui venait de plus en plus petit, et on avait de plus en plus de possibilités d'un côté software, et c'est ça qui faisait que c'était un moment ultra excitant. Je comprends. Donc, la convergence du software et du hardware ensemble qui faisait que le matériel que j'avais à ma disposition me permettait d'en faire mieux avec plus de précision. Mais en même temps, on avait l'analyse de données ou l'interprétation des données qui pouvait se faire en parallèle. Puis là, justement, mais comme là, tu sais, je le sens déjà, puis je le vois, tu sais, pour les gens qui regardent pas nécessairement la version vidéo, qui écoutent la version audio, tu sais, du balado, tu parles de tout ça, puis t'es souriant, puis on voit que t'es vraiment engagé là-dedans. Mais comme, qu'est-ce qui a fait que tu étais aussi engagé puis ça te passionnait? Est-ce que c'est le fait qu'il y avait des irritants que tu avais vus dans ta carrière sportive, puis tu disais comme, ça va régler des problèmes? Comme, moi, je suis juste curieux de savoir, comme, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de plonger, puis tu maintiens encore justement la passion aujourd'hui? Parce que ça, ultimement, c'est ce qui t'a amené à cofonder BearMind éventuellement, c'est de dire, il y a quelque chose qui te drive, puis qui te dit, OK, là, hey, ça, c'est tellement intéressant, faut creuser ça, parce que, puis c'est là un peu tout à l'heure, quand en fond, je voulais pas couper ton élan, fait que j'ai arrêté, mais tu sais, est-ce que c'est plus l'optimisation de la performance? Est-ce que c'est la sécurité des athlètes? Comme, qu'est-ce qui te chicote puis tu te dis, OK, là, je veux en savoir plus tout le temps à chaque fois? Je pense que je suis de nature extrêmement curieuse. Donc c'est un peu des deux. C'est finalement, cette technologie, elle permet de faire tellement de choses, mais il faut bien l'utiliser. Et c'est un peu là où parfois c'est compliqué, c'est que on voit certaines fois des accéléromètres ou des capteurs de mouvement qui sont utilisés de manière inappropriée et les conclusions de ces études peuvent être plutôt négatives, peuvent devenir une mauvaise pub pour cette technologie. Mais je dis souvent, c'est un peu comme utiliser un marteau avec une vis. Et normalement, le marteau, c'est un super outil, mais si tu l'utilises avec une vis, ça marche pas. Et c'est vraiment la même chose. C'est de dire, le potentiel est gigantesque, mais il faut l'utiliser de manière correcte. Et puis surtout, il faut l'utiliser avec des algorithmes appropriés. Et pour moi, ça a été clairement la capacité de travailler dans le monde du sport, qui, ben voilà, comme je l'ai dit en introduction, moi j'ai toujours baigné là-dedans, que ce soit le rugby, le hockey. Je viens d'une famille qui est fan de sport. Et cette idée de pouvoir optimiser, d'aller chercher plus loin, d'avoir des données, parce que finalement, sans données, on fait que on estime, on peut observer d'autres choses, mais là, on pouvait mesurer. Finalement, mesurer, il y a quelque chose d'assez magique, c'est-à-dire qu'on transmet des choses qu'on observe dans le monde physique, dans la biomécanique, à des valeurs, à des signaux qu'on peut analyser, et puis à partir de ces signaux, on peut changer, on peut améliorer, on peut aller plus loin. Donc, d'où ça vient exactement, je sais pas. Et peut-être que la Suisse, on a aussi ce côté très métrologie, les montres, la mesure, peut-être qu'il y a aussi quelque chose très qui va dans cet ordre-là, je sais pas, mais pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement fascinant de pouvoir comprendre ces choses qu'autrement tu peux pas vraiment voir. Ben ouais, puis c'est sûr que la culture a une influence sur, comme tu viens un peu de le dire, mais ben aussi, il y a ton héritage familial. Là, je comprends bien, c'est comme des patenteux en série là, de ton père à ton grand-père, mais là, on n'est pas là pour faire non pas ton archéologie, mais en tout cas, bref, ton cheminement de de tes ancêtres et tout ça. Ton arbre généalogique, ta généalogie. Donc, on n'est pas là pour ça, mais là, justement, OK, parfait. Mais justement, là, tu disais, il y a des choses qu'on peut mesurer. Comme, tu sais, bon, là, tu te baignes dans le milieu du sport, tu as joué, tu as greffé là-dedans, tu as étudié plusieurs sports avec différentes sources de technologie, comme, tu sais, ben, brièvement, là, comme, tu sais, tu dis, il y a des choses qu'on doit mesurer. Est-ce que tu as justement des recommandations ou rapidement, c'est des choses que, OK, je suis un coach, je suis une équipe, on a des athlètes, on devrait absolument mesurer ces choses-là, comme quelque chose qu'on devrait mesurer, puis tu penses que là, la technologie est rendue vraiment bonne, parce que tu disais tantôt, il y a des choses qu'on veut peut-être pas mesurer, ou on peut prendre un marteau pour frapper sur un tournevis, comme ça peut fonctionner, mais c'est un peu boiteux, tu sais, si je comprends bien l'analogie. Mais là, comme qu'est-ce qu'on devrait mesurer, puis c'est quoi les choses à laquelle on devrait s'attarder selon ce que tu as étudié, puis selon ce que tu as expérimenté sur le terrain? Je pense que je peux faire le lien entre les choses sur lesquelles j'ai travaillé pendant ma thèse. J'ai travaillé sur des projets à la fois d'analyse de course, d'analyse de marche, sur un projet où on a développé une nouvelle prothèse de pied. Donc là, on est plutôt dans une analyse qui est de l'ordre d'une analyse clinique. Mais moi, comme je t'ai dit, voilà, ce que je voyais sur le terrain qui me frustrait le plus, c'était vraiment les commotions. J'en ai moi-même fait une ou deux. J'ai des amis qui en ont fait à répétition, et puis au fur et à mesure, on discute autour d'une table, des amis qui commencent à avoir des petits problèmes, enfin liés des symptômes qui peuvent se déclarer plus rapidement que ce qu'ils devraient.
Et puis c'était à l'époque, j'étais aussi président du club de rugby et j'assistais un peu à la manière dont les gens géraient les commotions. Je voyais comment c'était géré et il y avait un côté extrêmement dérangeant de se dire, bah, finalement, la semaine, je travaille avec une technologie qui peut apporter une partie des réponses à ce problème-là que je vois le week-end. Et c'est un peu suite aussi à une conférence que j'ai assistée à Calgary, où j'avais vu les prémices de certains travaux qui se faisaient avec des accéléromètres, où à nouveau, j'étais un petit peu dans cette salle, puis je voyais ce qui était présenté, je voyais les conclusions, puis je me disais, je me souviens, j'étais cette personne dans la salle qui posait que des questions au présentateur, parce que je me disais, en fait, il y a tellement de potentiel, c'est tellement une belle idée, et il y a vraiment une belle approche, mais il y a des choses qui peuvent être mieux faites. Et c'était un peu là où je suis rentré de cette conférence, ça correspondait plus ou moins avec la fin de ma thèse, donc j'ai soumis ma thèse, et puis j'avais vraiment en tête de me dire, OK, je vais lire la littérature, je vais regarder ce qui manque, je vais regarder ce qu'on peut faire mieux, et puis je vais écrire des demandes de financement, de projets de recherche pour lancer des études. Donc à la base, c'était presque même avant de penser à Bearmind, avant de penser à faire une entreprise, c'était vraiment de dire, je vais continuer à pousser la recherche sur cette question-là, sur mesurer les impacts répétés, mesurer les risques de commotion et qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus grâce à ces capteurs que j'ai utilisés dans ma thèse. Puis qu'est-ce qui te chicotait justement par rapport à ce qui était un petit, soit, je ne vais pas dire mal fait, mais qu'est-ce qui te chicotait justement par rapport à l'utilisation des capteurs, les accéléromètres et les impacts répétés / les commotions dans le sport? Comme, il y avait quelque chose qui te chicotait qui semblait comme qui ne se faisait pas, puis tu disais, OK, il faut en savoir plus pour aller plus loin là-dedans. Là. Exactement. Bah, ce qui m'embêtait, c'est que je trouvais que l'analyse, je peux parler en tout cas de cette conférence-là, l'analyse était plutôt basée sur l'output des capteurs. C'est-à-dire que on allait dire, bon, ben, on voit l'output des capteurs, on lit qu'il y a un pic, où il y a une valeur maximum, et on s'arrête là. Et en fait, nous, tout ce qu'on faisait au laboratoire, c'était de dire, on va prendre ces signaux, on va les modifier, on va les baser sur des modèles biomécaniques, parce qu'il y a des valeurs qui n'ont pas de sens. Ces capteurs, ils ont des limites, ils ont des erreurs. Donc, et là, parfois, j'ai l'impression que ce qu'ils lisaient comme une valeur absolue, c'était en fait du bruit du capteur. Donc, la conclusion qui disait, ben, ça marche pas parce que c'est trop bruité. Oui, c'est trop bruité parce que les signaux sont pas corrigés correctement. Donc, c'était un peu là où je me disais, ben, on peut faire beaucoup mieux, on peut aller plus loin, on peut chercher d'autres choses. Donc, je suis vraiment rentré de cette conférence avec, j'ai encore mon bouquin avec toutes mes notes, je crois, ou toutes les choses où je me disais, on peut faire ça, on peut changer ça, on devrait essayer ça. OK, puis justement, bon, qu'est-ce que vous avez trouvé depuis? Puis j'ai l'impression que tu me parlais de la valeur maximum. Bon, là, tu me disais que c'est un enjeu de probablement de, je ne vais pas avoir les bons termes, là, mais filtrer un peu les données qui sont données là. Mais bon, tu parlais de la valeur maximum, mais tout à l'heure, tu me parlais aussi d'impact répété. Fait que, moi, ma question, c'est en bout de ligne, donc tu es allé à la conférence, tu as vu ça, et là, les choses ont évolué depuis. Donc là, à quoi tu t'es attardé, puis qu'est-ce qui a évolué depuis, puis qu'est-ce que les gens devraient comme être conscients? Parce que là, tu me parles beaucoup d'impact répété, puis je pense que c'est une chose, si j'ai bien compris, puis corrige-moi si c'est le cas, où est-ce qu'on attend beaucoup au oui, OK, il y a les contacts violents, mais il y a l'enchaînement puis la répétition des contacts aussi qui peut avoir un enjeu là-dessus. Moi, qui est un ancien joueur de football américain / canadien, peu importe la version, comme on entend de plus en plus parler justement que les impacts répétés ont un impact pour pas faire un mauvais jeu de mots. Donc justement, comme qu'est-ce qui a le plus évolué du moment que tu as Calgary jusqu'à aujourd'hui dans le tracking que vous en faites, puis que les gens devraient porter attention, puis que justement vous aidez probablement à faire. Là. Il y en a plusieurs. En fait, il y a clairement le côté, je pense que une des erreurs qui a pu être faite dans la recherche avant, c'était d'avoir un système qui soit un objectif diagnostique. C'était très noir ou blanc. C'est-à-dire qu'ils voulaient, grâce à ces capteurs, souvent des accéléromètres, on venait voir l'accélération de la tête, on voulait être capable de dire, un seuil de 10G, 20G ou 80G, c'est une commotion. Et ça, je pense que ça ne marche pas, très franchement, et je pense que la littérature le montre, c'est que juste se baser sur cette valeur-là, il y a énormément de variables qui font que dans certains sports, ça va être 80G, pour un joueur, bref, c'est pas possible. Donc, pour nous, tout ce qu'on a fait, il y avait deux vecteurs. C'était déjà de dire, OK, on va déjà s'assurer que ce qu'on mesure en laboratoire, sur des impacteurs, donc là, on a vraiment une machine qui vient frapper un casque, où on compare ce qui est mesuré par le casque et ce que des capteurs à l'intérieur d'une tête instrumentée peuvent donner.
et on regarde la partie du signal, à laquelle on peut faire confiance. C'est-à-dire que on sait qu'au début du mouvement, la corrélation entre le mouvement du casque et le mouvement de la tête est très bonne. Par contre, il y a une réalité qui est que, et tu le sais certainement, les casques, ils bougent, donc au bout d'un moment, le mouvement du casque n'est pas forcément celui de la tête. Donc toute la question, c'est de dire, OK, à partir de quand est-ce que je peux plus faire confiance au signal? Et au moment où je peux plus faire confiance au signal, est-ce qu'il y a d'autres capteurs qui me permettent de récupérer ce signal que j'ai perdu? Et c'est là où je pense que Bearmind a le plus avancé, c'est qu'en fait, au lieu de uniquement utiliser un accéléromètre, on a ajouté d'autres capteurs, typiquement des gyroscopes, qui viennent nous donner des informations sur les rotations pour améliorer justement les signaux. Pour te donner un exemple, alors je vais un peu rentrer dans la biomécanique, mais lorsqu'un accéléromètre mesure une accélération, on va mesurer une accélération linéaire, mais si la tête bouge, s'il y a un mouvement de la tête avec la nuque, on va se retrouver à avoir une accélération tangentielle, une accélération centripétale. Et ça, c'est quelque chose, en connaissant la rotation, on peut les recréer, on peut les retrouver. Et c'est un peu, tout ce travail qui a été fait sur ces dernières années à Bearmind, c'était déjà en laboratoire. Est-ce que si on mesure quelque chose, est-ce qu'on le fait bien? Ça, c'était pour nous la base. Et puis ensuite, c'est de dire, maintenant qu'on a ces algorithmes-là, on va faire des études sur le terrain. On va mettre les capteurs sur les casques des joueurs, et puis on va faire un projet de recherche qui inclut aussi finalement des valeurs de référence. Et pour nous, les valeurs de référence, c'est est-ce qu'il y a commotion? Quels sont les types de symptômes? Est-ce qu'il y a commotion diagnostiquée? C'est par le staff médical, mais parfois il y a aussi des joueurs qui peuvent te donner des informations sur leurs symptômes. Le staff médical va pas forcément dire que c'est une commotion, mais il y a tout un spectre qui peut y avoir entre pas de commotion et commotion. Il y a tout un spectre ici au milieu qui pour nous avait de l'importance. Donc ce qu'on a fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a soumis un projet de recherche, on a travaillé avec plusieurs équipes professionnelles ici en Suisse, et tous les joueurs avaient des scans SMRI du cerveau en début de saison, pendant la saison, après la saison. Ils avaient des tests cognitifs, ils avaient des tests cognitifs instrumentés, des tests de marche. Ils portaient des capteurs tout au long de la saison, et nous, ça nous permettait de mesurer tous ces impacts répétés, et lorsqu'il y avait un impact conséquent, voir si cet impact-là avait donné lieu à une commotion ou pas. Donc, c'est tout ce travail qu'on a fait, et c'est un peu tout cet écosystème qu'on a dû construire pour être capable de faire ça. Tu vois, par exemple, si pour le staff médical, ça veut dire qu'il faut une plateforme web où ils peuvent rentrer les symptômes, ils peuvent rentrer les commotions. Pour les joueurs, ça veut dire qu'il faut développer une app pour qu'eux-mêmes puissent faire du journaling et puis rentrer les informations sur comment ils se sentent, est-ce qu'ils ont bien dormi. Parce que dans ces informations-là, ces informations proxy, mais c'est quand même une information. Un joueur qui dort pas bien depuis plusieurs matchs, qui a un peu mal à la tête, mais tu as dit toi-même, tu as joué matin où tu as mal à la tête, il y en a beaucoup. Donc pour nous, ces informations-là, elles sont importantes parce que ça nous permet de regarder justement ces impacts répétés. Et c'est là où vraiment on va amener la discussion, c'est de dire aujourd'hui on sait qu'être fréquemment exposé à des impacts petits, moyens, pas forcément des sévères, tout ça, ça s'accumule. Et qu'il y a une charge qui est associée à tout ça. Pendant plusieurs années, on a travaillé sur les charges plutôt physiologiques. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur le workload avec des capteurs pour éviter les risques de surentraînement. On a défini des modèles pour faire tout ça. Et quand je dis on, c'est la recherche. Mais finalement, assez peu de personnes s'est posé la question. On a assez peu cherché sur c'est quoi les conséquences? Ça veut dire quoi être constamment exposé à des impacts répétés sur les risques de blessures, sur la diminution de performance? Et nous, ce qu'on a montré avec notre recherche, c'est que si on prend au hockey sur glace les 5 joueurs les plus exposés au début du match, on prend les saisons, on prend un span de 2 semaines, puis on dire qui sont mes joueurs qui ont reçu le plus d'impact à répétition sur ces 2 semaines, bien on sait que les 5 joueurs les plus exposés, ce groupe-là correspond à 85% des commotions diagnostiquées. Donc maintenant, le mécanisme exact qu'il y a derrière, au niveau des neurones, au niveau même, on pourrait imaginer la simulation d'éléments finis du cerveau, il y a de la recherche qui se fait, il y en a beaucoup. On ne sait pas exactement ce qui se passe, il y a plusieurs universités qui proposent différents modèles, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment ça le message pour nous, c'est tous ces impacts-là, qui sans capteur on ne peut pas voir, et bien maintenant on est capable de les mesurer, on est capable de les prendre en compte. Et finalement,
ce qu'on peut voir parfois sur le terrain, c'est que ça peut être vu comme quelque chose de contraignant, de dire ah ben voilà mon joueur ne veut pas pouvoir jouer, etc. Mais en réalité, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour les clubs de se dire en fait c'est quelque chose que je peux venir optimiser. Peut-être que mon joueur qui a pris beaucoup la tête, sa capacité à prendre des décisions rapidement, sa vision périphérique elle est peut-être moins bonne, son temps de réaction est peut-être moins bonne. J'ai pas un intérêt moi, même d'un point de vue compétitif, à ce qu'il joue, à ce qu'il ou elle joue. Et en fait, c'est ça qu'on amène, c'est cette capacité à mesurer tout ça. Donc, je suis peut-être parti un peu loin, mais c'est un peu le message qu'on a, c'est oui, il faut regarder les gros impacts, oui, il faut regarder les commotions, mais c'est extrêmement important de considérer tous les impacts à répétition et le volume que nous on appelle le brain load, tout ce volume-là auquel les joueurs sont exposés. Mais en fait, t'es pas parti très loin, tu as fait la job à ma place, tu es allé directement où est-ce que je voulais aller après la dernière question que je t'ai posée, que je me rappelle même plus c'est quoi la question que je t'ai posée. Fait que good job pour ça. Puis, si tu me permets, je vais peut-être revenir en arrière pour déconstruire quelques éléments qui sont, à mes yeux, comme très importants de bien comprendre. Premièrement, tu as mentionné que les 5 joueurs les plus exposés donnaient 85% des commotions. C'était peut-être pas le mot donnait au milieu, mais les deux expressions, je pense qu'ils sont exactes. Moi, ce qui, je pense, on doit définir, c'est qu'est-ce que tu veux dire par les 5 joueurs les plus exposés? On parle-tu, je pense pas que c'est ça, mais je vais donner des exemples pour voir un peu la question. Comme, c'est-tu les joueurs qui ont le plus de temps de glace? C'est-tu les joueurs qui ont le plus de contact? Qu'est-ce que tu veux dire par les 5 joueurs les plus exposés? Alors, ce qu'on entend par les joueurs les plus exposés, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre tous les impacts, donc les petits, les moyens et les plus sévères. Pour chaque impact, on a un score de sévérité qu'on a défini avec notre base de données. Et puis lorsqu'on accumule, c'est vraiment une somme où on prend en compte forcément la valeur de cette sévérité. Et si on prend en compte toute cette somme-là, ben ça nous permet de faire un ranking dans l'équipe, de dire ok, qui est la personne qui a eu le plus d'impact à la tête, et en prenant en compte la sévérité. Et si on prend les 5 les plus exposés, les 5 ont l'accumulation la plus élevée, eh bien, ce qu'on a vu, c'est que sur les 3 dernières années, 85% des commotions qui ont été diagnostiquées par le staff médical, 85% de ces commotions sont arrivées sur ces joueurs qui, au début du match, étaient dans le top 5. Donc, c'est un peu une manière de montrer qu'il y a un phénomène qui se passe et qu'il faut prendre en compte parce que ces joueurs-là sont plus à risque. Donc, on donne un score qui n'est pas arbitraire, là, qui est mesuré, mais on donne un score, puis moi, je vais donner un exemple arbitraire. Un score de 1, de 2, de 3, et puis là, on additionne le nombre de hits, pas le nombre de hits, mais le nombre de scores pour chaque impact qui a été là. Et avant le match, on a un ranking de tous nos joueurs. Le top 5 a plus de chances d'être en commotion. Puis ça l'amène avec un dicton, tu sais, il y a souvent des entraîneurs, plus dans la NFL qui vont dire, tu sais, si tu pouvais me dire le jeu d'avant qu'un joueur allait se blesser sur le prochain jeu, là, je pense au football américain, c'est Bill Belichick qui disait souvent ça, je le retirerais du terrain avant ça. Là, je sais que toi, ce que tu dis, c'est pas de retirer automatiquement le joueur, mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que tu peux te permettre de faire un tracking. Puis, un peu, tu as parlé de charge cognitive, de brain load, qu'on peut traduire en français avec la charge cognitive. Moi, c'est quelque chose que je parle régulièrement à mes entraîneurs depuis je veux dire, des années. En fait, c'est la première conversation que j'ai eu avec un coach par rapport à ça, ça devait être 2017-2018. Je leur disais, tu sais, oui, il y a la charge physique, puis ça, je sais que toi, tu le sais, là, mais je pars plus dans ma réflexion par rapport au coach. C'est de dire, oui, il y a la charge physique, mais tout le système de jeu que tu implantes, là, c'est dans le contexte universitaire, tout le reste, ça a un impact. Donc, la charge cognitive, donc le brain load, le mental load, a un impact aussi sur la performance parce que c'est pas vrai que la performance sportive, elle est seulement physique. Clairement que le physique est important. Dans un sport comme l'athlétisme, la charge physique, c'est ce qui est le plus important. Mais quand on arrive dans un sport technico-tactique, qu'on parle de football, qu'on parle de rugby, qu'on parle de hockey, qu'on parle de basketball, qu'on parle de soccer, le physique doit marcher avec le mental parce que la quantité de prises de décision qui sont à prendre dans ces sports-là, elle est incroyable. Mais là, tu as amené justement le côté de charge cognitive, brain load. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez suivre? Puis justement, est-ce que les impacts répétés, tu peux transférer ça en charge cognitive, justement? C'est exactement ce qu'on fait à travers nos projets de recherche. C'est-à-dire que on mesure toutes ces informations, on est capable de les donner. Après, aujourd'hui, ce sur quoi on se concentre, c'est les risques de commotion, mais on est en train de regarder aussi quel est l'effet de ce groupe le plus exposé, quel est l'effet sur les performances. Quel est l'effet sur les performances du joueur, quel est l'effet sur d'autres
capacités que le joueur a. Et c'est souvent ce qu'on dit finalement, et c'est un peu redire ce que tu viens de dire, mais tout part du cerveau. Pour nous, c'est vraiment ce point de vue, c'est de dire toute la performance, oui, elle est physique, mais si ton cerveau il n'est pas capable d'avoir des réactions rapides, de prendre des bonnes décisions, je veux dire, tu peux être en forme physiquement, si la tête n'est pas là, les performances sont pas là. Et je trouve que finalement, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui, de se dire, on voit la performance, où on essaye d'optimiser la nutrition, on essaye d'optimiser les capacités physiologiques, on essaye d'optimiser le sommeil, et finalement, on n'est pas en train de se dire, combien on serait capable d'optimiser si on s'attaquait à l'exposition aux impacts répétés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études maintenant dans le rugby qui commencent à sortir, où là, ils utilisent des protège-dents instrumentées, qui est une technologie similaire, où ils sont capables de montrer que la perception des joueurs sur la charge de l'entraînement, ils ont tendance à percevoir un entraînement comme étant plus difficile lorsqu'ils ont eu beaucoup d'impact. Et là, c'est même pas la charge, la quantité de kilomètres parcourus, ou etc. C'est vraiment combien d'impact ils ont pris. Plus ils en prennent, plus ils ont l'impression que la charge est élevée. Donc c'est aussi dire, c'est lié tout ça. C'est lié, et peut-être que il nous manque une partie du puzzle, et cette partie du puzzle qui nous manque, surtout pour les sports de contact à répétition, c'est de prendre en compte ces impacts-là. Tout à fait. Puis ça m'amène à un autre point. Donc, si on ajoute à ça, comme la perception des joueurs sur la demande d'un entraînement est reliée au nombre d'impacts, comme tu l'as mentionné. Et moi, je peux rajouter à ça aussi qu'il y a d'autres études qui démontrent que la perception de la difficulté d'un entraînement par les entraîneurs, fait que, mettons, les entraîneurs perçoivent l'entraînement à être un 6 sur 10, ben, les joueurs, en réalité, ils perçoivent ça être un 7 sur 10. C'est toujours un point plus élevé. Après combien de temps peut-on se dire qu'on est excellent en dessin, en cuisine ou en sport? Comme vous le savez très bien, ça prend au moins 10 ans à se former et à se perfectionner pour devenir un expert ou une experte. C'est pourquoi je fais affaire avec Mador Hamel quand il est question de décisions financières. Mador Hamel, c'est un cabinet d'assurance avec permis en fonds communs de placement auprès d'Investia Services Financiers. Leur équipe a accompagné des centaines de personnes et gère 170 millions de dollars en investissement pour des particuliers et des organisations depuis 2001. Par exemple, ils travaillent avec des dirigeants d'entreprise, des médecins et diverses organisations de partout au Canada grâce à leur licence de pratique dans plusieurs provinces. Mais à mon avis, c'est pas juste leur expérience pour vrai qui les rend excellents, c'est aussi le fait qu'ils agissent comme des coachs financiers. Depuis 2011, j'ai vu cette expertise-là à l'œuvre pour ma propre famille, honnêtement. Grâce à leur approche, on a pu acheter notre maison idéale en 2019, réaliser un projet d'aménagement majeur en 2022, tout en préparant solidement notre fonds de retraite. Mais au-delà des résultats, leur plus grande valeur, là, je le disais, c'est comme être un coach, c'est le conseil et l'accompagnement dans la prise de décision. Comme un coach, il t'empêche de commettre des erreurs quand tu dois gérer tes émotions dans le feu de l'action, que ce soit quand ta vie change ou qu'il y a des fluctuations sur les marchés. Personnellement, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils investissent vraiment pour les personnes avec qui ils travaillent. Leur slogan, c'est d'être des conseillers de vraie vie. Et je peux vous dire que c'est le cas. Ils ne prennent pas juste des clients pour prendre des clients. Ils te prennent quand tu es rendu là dans ta vie et qu'ils peuvent vraiment t'aider en faisant des analyses honnêtes de tes décisions financières. Alors que tu vas acheter une maison, payer les études de tes enfants, structurer ton fonds de retraite comme travailleur indépendant ou travailleur à contrat, ou investir pour ton organisation, je t'invite à prendre ton premier rendez-vous gratuitement via le madorhamel.com et mentionner Coach Frank. Quand on magasine de l'équipement de fitness, on fait souvent face au même dilemme. Soit c'est des prix abordables, mais c'est pas très solide ou fiable. Soit c'est de qualité, mais ça coûte une fortune. C'est exactement le défi que je vivais quand j'étais copropriétaire d'un centre d'entraînement pour athlètes. C'est à cette époque que j'ai connu FEO.ca, Fitness l'entrepôt de l'Outaouais. Depuis près de 30 ans, ils ont trouvé la formule parfaite. Pas compliqué? Fournir de l'équipement de qualité à prix abordable, c'est pas trop demandé, c'est exactement ça qu'ils font. Ils peuvent répondre à tous les besoins en équipement parce qu'ils opèrent avec une division commerciale et une division résidentielle, offrant ainsi une gamme complète d'équipements de cardio, de musculation, de réhabilitation, de yoga, de pilates, de boxe, de MMA et de suppléments nutritionnels en veux-tu, en v'là. Donc en 2017, en tant qu'ancien joueur de football qui se respecte, je voulais m'acheter justement un rack à squat pour mon entraînement à la maison. Mes critères étaient clairs. Il fallait que ce soit stable quand il y avait 300 livres sur la barre, puis que ça ne commence pas à shaker de partout, puis que ce soit durable à un prix qui fait du sens. Eh bien, le rack que l'équipe de FEO.ca m'a recommandé répond encore parfaitement à ces critères-là aujourd'hui, 8 ans plus tard.
C'est encore mon équipement de prédilection dans mon sous-sol. Un rack, une barbell, de la fonte. On n'a pas besoin de plus que ça dans la vie. D'ailleurs, leur expertise parle d'elle-même avec des partenariats établis avec la Défense nationale, 25 écoles et universités, plus de 30 hôpitaux et des dizaines d'organisations gouvernementales qui ont tous choisi FEO pour leurs besoins d'équipement. Cette confiance-là par plusieurs institutions confirme, à mes yeux, qu'ils offrent vraiment le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. FEO.ca reconnaît aussi l'importance des premiers répondants en leur offrant des rabais spéciaux. Donc, si ça vous concerne, allez-y. Pour toutes les autres personnes, visitez feo.ca et utilisez le code promo COACH pour profiter de 10 % de rabais sur tous leurs équipements. Les produits en liquidation sont exclus de cette promotion. Donc, là, tu me parlais aussi, là, si je reviens en arrière de l'étude avec, si je ne me trompe pas, là, il y a comme, bon, vous avez suivi une centaine de joueurs de hockey en Suisse. Comme tu me parlais des 5 joueurs les plus exposés, 85 % des commotions. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui est ressorti, justement? Qu'est-ce qui est ressorti un peu de cette étude-là, autre que ça? Il est ressorti pas mal de choses. Je pense qu'une des choses qui est aussi très claire, c'est que c'est très difficile pour le staff médical qui est là pendant le match de voir toutes les commotions. Et pour plein de raisons valides, hein, finalement, ils ont beaucoup de choses à faire. Ils peuvent être en train de soigner un joueur et puis il peut y avoir un autre impact de l'autre côté de la glace qu'ils ne voient pas. Et ce qu'on a observé, c'est que aujourd'hui, quasiment 71% des commotions ont été diagnostiquées, le joueur a continué la partie. C'est-à-dire que le joueur a fini le match. Donc, il n'a pas forcément été enlevé tout de suite. Alors qu'on sait qu'il peut y avoir des conséquences avec un deuxième impact qui peuvent être très graves. Et d'où l'importance d'aider le staff à ce moment-là pour lui fournir plus d'informations et puis lui dire hey, attention, là il y a un impact, tu l'as peut-être pas vu, mais c'est un impact suffisamment sévère pour que ça mérite ton attention. Donc ça, c'était déjà aussi quelque chose qui était intéressant pour nous. C'est non seulement c'est pas les impacts les plus spectaculaires qui donnent lieu à des commotions, donc du coup très difficile de voir. Ça peut être juste un coup au niveau de la mâchoire qui donne une grande rotation de la tête et puis ça peut donner une commotion ce qui rend très difficile à voir. Mais en plus de ça, le staff médical a plein de choses à faire. Ils sont pas forcément toujours beaucoup sur le banc et parfois, là, il manque ces événements-là. Donc ça pour nous c'était déjà assez intéressant parce qu'après on s'est dit comment on peut les aider? Comment on peut faire grâce aux mesures qu'on a pour les aider, pour leur fournir des informations à ce moment-là, pendant le match. Donc ça, c'est une première chose. Et puis l'autre chose, c'est assez intéressant parce que là, c'est finalement d'où je viens au laboratoire, c'est que le laboratoire où j'ai fait ma thèse, comme je disais au début, a beaucoup travaillé sur l'analyse de marche. L'analyse de marche, l'équilibre, etc. Et puis, pendant pas mal d'années, ils ont travaillé sur le développement d'algorithmes pour faire l'analyse d'un test qui s'appelle le test de double tâche, qui en fait vient faire une tâche motrice, en l'occurrence marcher ou être en équilibre, et une tâche cognitive, une fois de manière séparée, puis ensuite on les fait ensemble. Lorsqu'on les fait ensemble, normalement, quand le cerveau va bien, on peut le faire, et par contre, quand le cerveau fonctionne un peu moins bien, donc comme le cas d'une commotion, c'est là où en fait on est obligé de donner une priorité. C'est-à-dire que on va soit se concentrer sur la tâche cognitive, et du coup la tâche motrice va être un peu moins bonne, soit on va se concentrer sur la tâche motrice, et la tâche cognitive va être moins bonne. Et quand on a commencé le projet, il y avait ces algorithmes pour être utilisés chez les personnes âgées, etc. Puis on s'est dit, pourquoi pas essayer de voir ce que ça va donner sur la commotion. Donc ce qu'on a fait, et ça a pris pas mal de temps logistique, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une commotion, quelqu'un de l'équipe de recherche allait, sous 48 heures, faire un test de double tâche. On en avait fait un en début de saison, donc on a fait plusieurs baselines. Puis on retournait lorsqu'il y avait une commotion, après 48 heures, jusqu'à ce que le joueur soit prêt à retourner au jeu tous les 2 jours, 3 jours, etc. Pour vraiment construire cette base de données et puis voir quels sont les paramètres, s'il y en a, quels sont ceux dans la marche, dans l'équilibre, dans le test cognitif, qui sont sensibles à la commotion. Donc là, aujourd'hui, on a quasiment 800 tests qu'on a fait qui nous permettent de créer des modèles. Alors, au départ, c'est un modèle pour une population générique, parce qu'on a surtout travaillé avec des hommes adultes professionnels. De plus en plus, on a la chance de collecter des données dans des projets de recherche avec des joueuses de hockey sur glace, ce qui nous permet de voir si les mécanismes sont différents. Et puis, depuis cette année, on a des projets de recherche sur des populations plus jeunes, qui vont jusqu'à 14 ans, 13-14 ans, où là, on peut voir, est-ce que le test cognitif qu'on fait est toujours adapté à cette population? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas, etc.
Donc, c'était assez chouette pour moi, finalement, de pouvoir retourner en quelque sorte au début de ce que le laboratoire faisait, sur l'analyse de marche, et puis d'amener cette dimension-là d'instrumentalisation d'un test qui n'était pas jusqu'à ce que finalement on ait cette étude. Donc vraiment la manière très concrète dont ça marche, c'est que le même capteur qui est sur le casque, on vient de placer sur le bas du dos, le plus proche possible. Pourquoi le bas du dos? C'est pour être le plus proche possible du centre de masse. Et puis on demande aux gens de faire une tâche de marche pendant 1 minute, ils marchent. Pendant 1 minute, on leur demande de tenir en équilibre. Alors maintenant on est en tandem. Et puis pendant 1 minute, ils font une tâche cognitive qui est là de compter en soustrayant 3 le plus vite possible. C'est un exemple, on va dire tu vas compter à partir de 100, puis ils vont nous dire 97, 94, 91, etc. Ils font ça de manière simple, donc toute seule, puis ensuite on va leur dire maintenant tu vas marcher et compter. Ou maintenant tu vas être en équilibre et compter. Et les capteurs vont analyser est-ce qu'ils marchent bien, est-ce qu'ils sont bien en équilibre, de manière très fine, des choses qui sont impossibles de voir lorsque c'est un clinicien qui regarde, bon il marche pas bien, bon il est pas en équilibre. Là on est vraiment capable de voir des petites variations, et en plus de ça, eh bien on est capable d'analyser la tâche cognitive avec tout ça. Donc ça, c'était un des outcomes, et aujourd'hui, on a publié les résultats, que ce soit les résultats du terrain, mais aussi les résultats de double tâche, pour montrer quels sont les paramètres qui sont les plus sensibles à la commotion. Ouais, puis ça, justement, c'est quelque chose que je révisais ce matin. Donc, c'est publié dans un journal reconnu scientifiquement, donc qui a été révisé par les pairs. Puis ça, pour moi, je trouve ça riche parce que là, t'es dans l'entrepreneuriat, puis oui, vous travaillez à construire un produit qui va répondre à un problème dans le monde du sport. Mais en même temps, vous avez la validation scientifique qui va ensemble là, par rapport du moins à l'analyse de la double tâche. Puis ça, c'est intéressant parce que, on le voit. Bref, je trouve ça juste intéressant en soi. Et là, tu me parlais des joueuses, tu me parlais des jeunes. Je ne sais pas si tu as la réponse. Je n'avais pas prévu de poser cette question-là, mais je vais le faire quand même. Sens-toi bien à l'aise de me dire comme, regarde, on n'a pas la réponse. Mais est-ce que vous commencez déjà à voir des différences, justement, entre les joueurs adultes, les joueuses adultes et les jeunes? Vous êtes rendu jusqu'à 13-14 ans, si j'ai bien compris tout à l'heure. Ouais, en effet, donc pour les jeunes, c'est quelque chose qui a commencé cette année. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait premièrement une nécessité de peut-être expliquer un petit peu plus longtemps le test et de les rassurer. Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans les années où ils sont encore à l'école et qu'ils ont l'impression que le fait de compter, ce soit un test de maths et que ça leur rappelle des mauvais souvenirs, peut-être. Mais on voit jusqu'à 13 ans, ça va. En dessous, même, je dirais déjà à partir de 13 ans, on sent que pour certains, c'est compliqué. Donc, est-ce qu'il faut adapter le test? Est-ce qu'il faut qu'à partir d'un certain âge, au lieu de leur demander de compter, on peut leur dire, cite-moi tous les mots auxquels tu arrives à penser qui commencent par la lettre A, par exemple. Donc, ça serait peut-être une tâche cognitive un petit peu plus légère, mais qui, quand même, permettrait de faire le test. Et ce qui est important avec ce test, c'est de s'assurer que ce qu'on vient mesurer, c'est pas la difficulté de faire la tâche cognitive, mais c'est la capacité de faire 2 tâches en même temps. Donc, si une des tâches est trop difficile, finalement, c'est ça qu'on vient mesurer et pas la nuance entre la tâche simple et la double tâche. Maintenant, pour les joueuses féminines, c'est quelque chose qu'on a depuis 2 ans maintenant. Malheureusement, c'est la réalité du hockey, c'est un petit peu plus difficile de trouver des équipes féminines que des équipes masculines. J'ai pas encore de réponse. On sait, par contre, dans la littérature, que le mécanisme de double tâche peut être un peu différent chez les femmes que chez les hommes. Donc là, on essaie de rester très humble encore sur ce qu'on est capable de dire. On est encore vraiment dans une phase de collecte de données. De plus en plus, dans les cas sévères de commotion, on voit que nos modèles fonctionnent quand même bien. Donc le modèle utilisé chez les hommes fonctionne bien. Par contre, la grande question, c'est de dire, maintenant pour le retour au jeu, où c'est des variations qui sont plus subtiles, est-ce qu'on est encore juste ou pas? Voilà, c'est à peu près où on en est aujourd'hui. Ouais. Donc, moi, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'il y a encore du travail à faire, particulièrement chez les jeunes, pour bien calibrer le test, si je peux utiliser le terme calibrer. Pour les joueuses, il semble avoir certaines différences, encore du travail à faire. Alors, ensuite de ça, ce que je retiens, c'est l'importance de mettre un capteur quand on nous fait le test de double tâche, plutôt juste de le faire à l'œil parce qu'il peut y avoir des subtilités. C'est là que je trouve ça intéressant. Puis là, je viens de voir finalement le lien entre ta thèse de doctorat puis justement le test, c'est que tu as utilisé les patrons de marche, le mouvement des pieds ou peu importe dans ta thèse de doctorat, et là, on voit vraiment le lien entre les deux. Une dernière question avant je veux qu'on parle un peu plus de Bearmind en soi, mais tu me disais tout à l'heure donc que c'est important de mesurer, de prendre en compte les impacts répétés. Je pense que tu l'as brièvement mentionné tout à l'heure, mais pour moi, c'est important qu'on le nomme. Parce que, comme tu le sais très bien, j'ai à cœur les coachs, j'ai à cœur la gestion des athlètes, mais plus dans le volet gestion, justement. Comme pourquoi c'est particulièrement important de le mesurer
puis de faire un suivi de ça, puis de prendre en compte les impacts répétés. Ça revient un peu à ce que je disais avant. Finalement, on sait que déjà rien que les impacts sévères, on le voit pas forcément sur la glace. Donc, demander à un coach de voir des petits impacts et des moyens impacts, c'est quasiment impossible. C'est voire même complètement impossible. Et c'est assez intéressant parce que souvent on nous dit, ah, mais moi, les joueurs les plus exposés de mon équipe, je peux te dire qui c'est. Et souvent on leur dit, ok, ben dites-nous. Et je crois que j'ai jamais eu un cas où en effet ça marchait ou ça correspondait à ce que nous on mesurait. Parce que souvent on s'imagine aussi, on se dit bon ben les joueurs un peu plus solides, ceux qui vont donner des impacts, ce seront eux qui seront les plus exposés, ou ce sont ceux qui jouent plus. C'est pas forcément le cas. En fait, on voit que l'athlète qui va donner un impact, lorsqu'il donne son impact, il est prêt. Donc il a une préactivation musculaire au niveau de la nuque et la masse qu'il amène dans l'impact, c'est la masse de tout le corps. Les pires impacts, c'est ceux souvent que les joueurs ne voient pas arriver, que ce soit un peu caché, où là on a une grosse rotation de la tête, où finalement toute l'énergie est absorbée par la tête. Et ça, c'est un peu ça qu'on amène, c'est dire, en fait, ces gros impacts, même parfois les spectaculaires, où tu as les cannes qui volent, c'est clairement pas ceux où on observe étant les plus dangereux. Et donc, si on reste à une observation comme ça marchera pas. Il faut aller plus loin. Donc, c'est pour ça qu'il faut le mesurer. C'est vraiment cette métrique-là, dire mesurez-le, prenez-le en compte et surtout, soyez proactif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à ces données, on est capable de dire, au lieu d'attendre la commotion, et puis de dire, OK, maintenant on va mettre en place le meilleur protocole possible pour que l'athlète puisse retourner au jeu le plus rapidement possible, on est capable d'être proactif, puis de dire, ça c'est mes athlètes les plus à risque. Avec eux, ça ne va pas dire qu'ils vont pas jouer le prochain match, mais avec eux, cette semaine, pendant que les autres vont avoir des impacts, ils vont travailler la technique. Et c'est des choses très simples, où ils vont porter un maillot d'une couleur différente, parce que il faut pas les frapper. Tout ça, c'est tout des petites choses qui permettent déjà de réduire cette quantité de charge cognitive. Oui, puis ça revient à la gestion de la charge de travail. Tu sais, on parle de la modulation de la charge de travail, puis là, je sais que c'est un concept qui est débattu dans la littérature. Je ne veux pas débattre de ça nécessairement aujourd'hui, mais il y a des ratios qui ont été établis sur la distance à course à pied. Fait qu'on va parler des fois du 1.2, du 0.8. Et donc, si tu augmentes de plus de 20% ta charge chronique, ben là, ça peut augmenter les risques de blessure. Peu importe le débat sur est-ce que c'est 20%, 50%, 10%, on y reviendra. Mais ce que ça devient, puis moi, ce que je trouve qui est crucial dans la gestion de la charge de travail physique et ce que tu viens de dire là, c'est qu'en bout de ligne, ça fait partie des choses qu'on doit comptabiliser dans la gestion de la charge de travail. Fait que oui, c'est le côté de la distance que tu as parcouru. Peut-être si on est je sais qu'au soccer, ils vont utiliser la distance parcourue. Au football, ils vont plus utiliser un peu plus les accélérations. Au baseball, ça va être les lancers. Il y a moins de commotion, bien entendu, au baseball, même s'il y en a. Mais le point avec ça, c'est que ça, c'est une autre variable qu'on doit mettre à l'intérieur. De dire, hey, comme la gestion des impacts, ça fait partie de la charge de travail, du load management qu'on entend si bien parler dans la NBA. Puis l'exemple que tu donnes là, par rapport au dire, hey, nomme-moi les joueurs que tu penses qui sont le plus exposés, ben, en bout de ligne, c'est le biais de l'attention. Puis ça renvoie à ce que Joël Guéret nous mentionnait dans l'épisode 125, où est-ce qu'il y a plein de biais qui sont présents, puis c'est le biais de, hey, ben, on pense que les personnes qui sont le plus exposées, c'est les personnes à qui on donne notre attention. Mais en bout de ligne, ça, c'est juste le biais de l'attention. Puis, tu sais, moi, en tant qu'ancien joueur de football, donc, longue histoire courte, là, j'ai joué en offensive tout mon secondaire, rendu au cégep et à l'université, j'ai joué en défensive. Et ce que tu disais là tout à l'heure, ça me parle tellement parce que les gens regardent un match, là tu as un match, des fois, les jambes revolent dans les airs, puis t'entends le paf, tu sais, d'un plaqué, là. Puis les gens disent, oh mon Dieu, ça a dû faire mal. Puis moi, tout le temps de leur dire, pas tant. Donc, comme souvent, le hit qu'on voit spectaculaire, ça fait pas tant mal. Puis moi, j'en ai reçu à un moment donné de prendre une passe en plein milieu du trafic, de te faire frapper dedans, puis j'en ai donné quelques-uns, même si je n'étais pas le joueur le plus violent. J'avais d'autres qualités au football. Mais le point avec ça, c'est que c'est justement ce que tu dis. Ce qui est perçu comme étant violent et sec est souvent pas le hit qui fait le plus mal parce que tu le sais quand ça s'en vient, les joueurs sont prêts, on est des pros, on a pratiqué, on pratique, comme tu disais tout à l'heure, 5 fois semaine avec un match, par exemple. Mais en réalité, c'est les coups qui sont les plus sournois, puis c'est ceux-là probablement que c'est là que les capteurs deviennent utiles. Parce que c'est ceux-là qu'on a de la misère à capter pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Je suis un papa, j'ai le droit. Tu sais, comme de voir ces différentes choses-là. Puis ça, c'est crucial. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Mais ce que tu dis, c'est très juste. C'est exactement ce biais-là où on essaye aussi d'éduquer en disant, écoutez, on montre des vidéos, on dit, bon, ben, cet impact-là est impressionnant, mais pas de commotion. On montre des impacts impressionnants, on dit pas de commotion. Puis ensuite, on montre un impact où, en fait, personne l'a vu. La commotion la plus longue qu'on a observée dans le projet de recherche, qui était quasiment 3 mois et demi, pour que le joueur puisse revenir au jeu, personne l'a vu.
au moment du match. Et nous, quand on regarde nos données, c'est une rotation de la tête à une vitesse, c'est quasiment un outlier dans nos données, et c'est la commotion qui a duré le plus long. Donc c'est aussi une Ah, manière de dire, en fait, c'est un système qui est là pour vous aider. On n'est pas là, on va pas vous dire commotion, pas commotion, on n'est pas là pour remplacer les médecins, pas du tout. Et il faut être réaliste. Il y a une limite dans ce qu'on peut voir et il y a un biais. Et l'exemple que tu viens de donner avec le baseball, c'est super intéressant. Parce que le pitch count, finalement, ils avaient énormément de problèmes d'épaules, de coudes au baseball pour les lanceurs. Il y avait une charge sur eux qui était trop élevée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un pitch count. Peut-être qu'un jour, il va falloir avoir quelque chose qui dit, voilà, il y a une exposition maximum parce que ces impacts répétés, ils ont des conséquences. Ils créent ah, des micro-traumatismes, ils ont des conséquences, sans même rentrer dans la recherche qui est aujourd'hui avec la CTE, etc., sur ouais. la maladie neurodégénérative à plus long terme. Mais on le sait que tout ça, enfin, et encore récemment, une étude qui est sortie dans Nature voilà, sur des groupes contrôle, un groupe qui a été hautement exposé, puis un groupe où CTE a été diagnostiqué. Il y a un moment où on peut faire l'autruche pendant encore quelques temps, mais de plus en plus, la recherche, elle est là. Il y a de plus en plus de groupes qui font de super travaux à ce niveau-là. Donc, c'est comment on gère ce problème. C'est vraiment ça la question. Est-ce qu'on continue de fermer les yeux ou est-ce qu'on se dit, bon, il y a la technologie et puis on peut faire mieux. Finalement, je trouve ça absurde de dire qu'on est en 2025, ouais, il y a des gens qui réfléchissent à aller sur Mars, il y a des voitures qui conduisent toutes seules, mais on s'occupe toujours des commotions de la même manière. Comment tu te sens et qu'est-ce que tu as mangé à midi? C'est absurde. Donc Mhm. voilà, c'est vraiment ce qu'on essaie de changer. Ce qui m'encourage, c'est que d'emblée des milieux, il y a quand même eu une évolution, mais c'est vrai qu'il y a encore certains milieux que ça peut être un peu à retardement. Puis ce que tu viens de dire là avec le pitch count, ça me fait penser peut-être qu'on devrait instaurer un hit count. Juste faire le tracking à la base. Puis ça me donne quelques idées dans la gestion de la charge de travail de penser à ça avec les entraîneurs. Fait que là, tu me parles de tout ça, des études. Puis juste pour bien contextualiser, comme on ne s'est pas rassemblé aujourd'hui pour parler que de ça, mais je veux quand même en parler. Donc, comment est-ce que BearMind, la compagnie dont tu es le CEO, comment est-ce que vous aidez justement à résoudre le problème? Comment est-ce que vous venez intervenir dans les équipes ou dans les organisations sportives? Euh, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui s'est fait de manière assez graduelle. Ça a commencé, c'était très lié à nos projets de recherche finalement. Là, ce que sont nos produits aujourd'hui, c'est vraiment lié à ce qu'on a observé lorsqu'on était sur le terrain et puis qu'on voyait des manques. Et à nouveau, peut-être que ça revient à ma formation un peu particulière, mais à cette volonté d'être toujours sur le terrain, puis à dire ok, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, etc. Donc dans les grandes lignes, ce qu'on fait, c'est que aujourd'hui on a la capacité de signaler en live pendant le match au staff médical lorsqu'il y a des impacts qui sont sévères, donc où le risque de commotion est relativement élevé, mais on veut pas biaiser leur diagnostic, c'est-à-dire qu'on va pas leur dire 80% de chances de commotion, etc. Parce que dans ce cas-là, on peut les mettre dans des situations compliquées. La seule chose qu'on vient faire, c'est qu'on va dire, hey, tu n'as peut-être pas vu l'impact qui était là-bas, mais selon nous et selon les impacts similaires qu'on a déjà observés, ben, il y a quand même une probabilité assez élevée que ça donne lieu à une commotion. Donc, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on donne tous les impacts? Dans ce cas-là, tu as 50 alertes par match, donc ça sert à peu près à rien, ça devient du bruit. Donc, où est-ce qu'on trouve le seuil qui fait qu'on n'a pas trop d'alertes, mais qu'on couvre quand même la plupart des événements dangereux? Et le seuil qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est qu'en moyenne, on a 2 à 3 alertes par match. Et on sait qu'avec ça, on est capable d'envoyer une alerte pour 87% des commotions qui ont été diagnostiquées. À nouveau, c'est pas un diagnostic, mais on sait quand même que dans 87% des cas, notre système a envoyé une alerte et a dit, hey, cet impact-là, ça vaut la peine que tu jettes un œil. Donc ça, c'est la partie en live pendant le match. Puis ensuite, il y a tout un dashboard, toute une plateforme web où là, on leur donne toutes les informations sur les impacts. Pour chacun des impacts, qu'ils soient petits ou modérés, ils peuvent revoir la biomécanique, comment la tête a bougé, et puis utiliser cette information pour des choses parfois autres que la commotion. Dire, bon, ben, il a mal à la nuque, je vais voir comment la tête a bougé pour mieux comprendre, être capable de comparer l'exposition des joueurs, donc le graphe sur qui est les joueurs les plus à risque, qui sont les joueurs les plus à risque. Tout ça, c'est donné sur cette plateforme. Et ça leur permet d'être proactifs. Ça permet de non seulement avoir une conversation avec les joueurs, de dire, bon, ben, regarde, cet impact-là, en effet, c'était un impact sévère, on va regarder, on va faire attention, et d'être plus attentif si jamais il y a des symptômes qui viennent se déclarer. Et à nouveau, toi, c'est ce que je disais avant, c'est si tu as un joueur qui arrive le lendemain d'un match, puis il dit, ah ouais, j'ai pas bien dormi, un petit peu mal à la tête,
puis que tu vois dans les données, parce que tu as reçu des informations qui disaient, à ces jours-là, il a une exposition qui est élevée, mais en plus, hier, il a pris un gros impact, tu seras plus susceptible à regarder, OK, lui, je vais avoir un petit peu plus d'attention sur ce jour. Je vais être un peu plus fin. Et c'est vraiment là où on aide le staff médical. Et la troisième chose, c'est le test cognitif. Finalement, ce test de double tâche, avant, c'est nous qui allions faire les tests. Aujourd'hui, on a mis ça sur une app. Donc, il y a une app que le staff médical peut avoir, où ils peuvent faire le test eux-mêmes. Donc, ils font le test de match, ça les guide, ça les guide. C'est tout enregistré et toutes ces données sont envoyées chez nous. Nous, on analyse et puis à partir de là, on est capable de dire, par rapport à la baseline qui a été faite en début de saison, on voit que la capacité à faire ce test de double tâche, elle a diminué de 25%. Est-ce que ça veut dire que le joueur est prêt à retourner sur la glace ou non? Ça, c'est pas nous qui le disons. On n'est pas encore là, on n'est pas encore pour ça, faudrait être un medical device et très honnêtement, je pense que ça va prendre encore un peu de temps. Par contre, on sait, le joueur, il est 25, 30%, 50% en dessous. C'est une information. Et ce qui est intéressant avec ce test, c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est que lorsque les symptômes du joueur ont disparu, donc finalement, selon la méthode typique qui serait prêt à retourner au jeu, lorsqu'on fait un test de double tâche instrumenté, on se rend compte dans certains cas que c'est pas le cas. On est encore 30% en dessous des capacités à se faire ce test, donc de l'évaluation cognitive, et que c'est trop tôt. C'est trop tôt de retourner. L'absence de symptômes ne veut pas dire que tu es prêt à retourner. Et parfois, c'est le cas. Parfois, l'absence de symptômes, ça matche avec... Donc, voilà, c'est à nouveau fournir des choses un petit peu plus fines que certains tests dont on sait aujourd'hui qu'il y a quand même une certaine limite. Tout à fait. Donc, ce que je retiens de ça, je pense que c'est vraiment valable pour le staff médical, un peu ce que tu viens de mentionner là. Donc, le tracking en temps réel, ça, juste là, ça peut être bien. Après ça, tu peux même t'en servir pour potentiellement mettre un gilet différent à tes athlètes pour dire, regarde, aujourd'hui, tu sais, dans le football, il va avoir ce tempo-là, il l'a au hockey aussi, mais on va dire, tu sais, des fois, c'est vert, OK, si on a full contact, etc. Il y en a d'autres, ça va être jaune. Ben, ce joueur-là, s'il y a un dossard jaune, ben, on fait juste passer à côté au lieu de le plaquer, alors que les autres, on va plaquer. Donne un exemple X. Puis après ça, faire le suivi du retour au jeu pour voir si les symptômes concordent justement avec son exécution du double tâche. Super, puis c'est très clair, Mathieu. Merci de nous fournir ça. Si les gens ils ont des questions comme où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre ou sur notre site, c'est directement. On a la capacité de nous contacter depuis là. Sinon, par LinkedIn, on a aussi quelque chose on a aussi là-dessus une page sur laquelle on nous contacte de temps en temps. On essaie de répondre au plus vite sur que ce soit des questions de recherche, que ce soit des équipes qui veulent essayer le système, etc. Donc, c'est le plus simple. Parfait. On va mettre ça dans la description de l'épisode. Puis moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est de voir un peu les nuances, mais surtout que tu sais, comme ta réflexion par rapport à la portée des choses, puis où est-ce qu'on est rendu dans la littérature. Comme je trouvais ça super intéressant de l'entendre. Puis dernière question avant qu'on termine pour aujourd'hui. Quand tu regardes un peu où est-ce que la technologie comme s'en va, bon, tu as les 2 mains dedans, littéralement. Comme où est-ce qu'on s'en va avec la technologie dans le sport dans 5 ans ou 10 ans? Comme c'est qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif au niveau technologique à tes yeux? C'est une excellente question. Il y a tellement d'approches différentes aujourd'hui et comme je disais, c'est une période tellement excitante. Tu as l'idée de se dire, on a des capacités techniques qu'on n'avait pas il y a même 5 ans, que ce soit le computer vision, que ce soit les capteurs portés, que ce soit parfois même des biomarqueurs, que ce soit la miniaturisation du capteur qui fait qu'on peut mettre plus, qu'on peut les mettre à des endroits où on ne pouvait pas forcément avant. Donc, il y a beaucoup de choses, mais je pense que parfois, ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est encore une approche beaucoup en silo. C'est-à-dire que, on va faire du computer vision. Où on va dire, ce problème-là, on peut que le résoudre avec du computer vision. On peut que le résoudre avec des biomarqueurs. Alors qu'en réalité, la vraie force de tout ça, c'est si ça travaille ensemble. Il y a des choses que le tracking, le computer vision fait très bien, mais qui pourra pas faire, alors que des capteurs portés peuvent faire. Il y a des choses que les capteurs portés peuvent pas faire, qui sont très simples à faire avec du computer vision ou avec des biomarqueurs. Donc, je pense que le challenge qu'il y aura maintenant avec ces technologies, c'est finalement de faire du multidisciplinaire et de réussir à faire des produits qui soient pas en silo, mais qui viennent combiner, que ce soit à travers des partenariats entre entreprises ou une compagnie qui fasse tout, ça me paraît compliqué, mais c'est devenu tellement pointu que le savoir-faire, je pense que c'est quelque chose qui maintenant c'est plus trop à travers des partenariats, mais il faut les faire. Il faut les faire et il faut être très clair sur qu'est-ce que chaque technologie fait bien
et où sont les limites, où est-ce qu'une autre technologie est meilleure. Et si une autre technologie est meilleure, alors il faut travailler avec ces gens. Et c'est dans la combinaison de ces données-là que je pense qu'on sera capable de faire des choses qu'on ignore encore aujourd'hui d'un point de vue capacité d'analyse de la performance ou des risques de blessure. C'est super intéressant, Mathieu. Merci de me partager ta perspective. Donc, ça l'amène déjà à la fin, puis je pense que c'est un bon moment pour terminer. Je te dis un gros merci pour toutes les nuances. On a dépassé le temps qu'on s'était prescrit pour ça, mais ça, je pense que c'était particulièrement riche dans la deuxième moitié. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin pour l'auditoire avant qu'on termine pour aujourd'hui? Non, le mot de la fin, c'est de peut-être dire qu'on travaille depuis maintenant 1 année et demie, bientôt 2 ans, avec des clubs au Québec. Donc on est pas mal amené on a ouvert finalement un bureau à Montréal. On est pas mal amené à venir, en tout cas, je suis pas mal amené à venir découvrir le Québec. C'est toujours un grand plaisir de voyager dans votre région et que c'est quelque chose que j'espère va continuer aussi sur ces prochaines années et que le Québec, finalement, pour cette technologie, deviendra notre tremplin. C'est vraiment ce qu'on souhaite. Donc, dans la queue, c'est l'Armada, Sherbrooke ont vraiment été les premiers clubs à agir. On aimerait vraiment que ces technologies, à travers le Québec, puissent rayonner et puis ensuite partir sur d'autres régions du Canada et des États-Unis. Donc, c'est un peu mon message. De dire qu'à chaque fois l'accueil au Québec a été pour nous particulièrement bon et finalement Bearmind a un lien très fort avec le Québec. Donc, voilà. Et puis merci beaucoup pour l'invitation, c'était un vrai plaisir, ça fait toujours plaisir de pouvoir parler de quelque chose qui nous est aussi cher, donc merci beaucoup. Merci à toi de ça. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'il y avait un intérêt organique de ta part, puis comment est-ce que tu t'es venu graduellement à plonger là-dedans. Puis comme on en parle souvent, c'est comme le livre The E-Myth le dit souvent, le mythe entrepreneurial, c'est des personnes qui voulaient absolument se partir en entreprise, mais non, c'est souvent des gens qui sont passionnés par le côté technique de la chose. Finalement, ils arrivent en entreprise puis ils se ramassent à être à la tête d'une entreprise qui essaie de changer les choses puis de faire progresser le tout. Donc là-dessus, Mathieu, je te dis un gros merci. Et pour toute l'histoire, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. À toutes les auditrices et tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Et vous qui êtes passionnés par le sport et qui cherchez constamment à atteindre l'excellence, j'ai une invitation exclusive pour vous. À tous les mois, j'envoie une infolette que vous trouverez nulle part ailleurs. À l'intérieur, vous avez l'accès prioritaire aux conclusions de mes recherches, aux articles les plus percutants que j'ai consultés récemment, à mes réflexions, aux idées avant-gardistes que j'explore, que ce soit sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans le sport, dans le coaching, ou bien dans les nouvelles méthodes d'enseignement et de pédagogie. C'est comme avoir une conversation privilégiée avec moi et mes collègues qui produisent du bon stock où je vous guide à travers les idées qui façonnent l'avenir du coaching et du sport avant que ce soit répandu. Plus de 500 entraîneurs, leaders sportifs, dirigeants et consultants en performance reçoivent déjà ces réflexions exclusives. Alors, si les conversations de Temps d'arrêt vous inspirent et que vous voulez rester à l'avant-garde, rejoignez ce groupe select de leaders sportifs. Pour vous inscrire, rendez-vous sur coachfrankphd.com ou suivez le lien dans la description. Merci d'être avec moi dans cette quête de l'excellence sportive et on se retrouve au prochain épisode.